Chers amis, bonsoir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel pouvait être le phénomène le plus terrifiant de l'univers? Un phénomène si terrifiant que même de loin, il peut menacer les écosystèmes terrestres et la vie sur notre planète. Un phénomène qui traduit sa dangerosité par son imprévisibilité. Si on a la preuve que c'est sur le point de se produire, on ne peut absolument rien faire pour l'arrêter. Pourtant, l'univers ne regorge pas d'événements qui puissent directement nous impacter, à part peut-être un astéroïde qui percute la surface. On pourrait se dire que ce genre de scénario se limite à Hollywood ou aux films catastrophes. Mais peut-on seulement en être sûr? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des théories les plus terrifiantes à propos des étoiles. Installez-vous confortablement car, vous pouvez le voir à la durée de la vidéo, on part sur un long voyage. Si vous avez vu ma vidéo sur les éruptions solaires avec 12 parsecs, vous savez que la fin du monde, c'est une notion plutôt vague. Un peu comme les vagues d'un tsunami. Ferme ta gueule. Il ne faut pas confondre la fin du monde, la fin de la vie sur Terre et la fin de l'humanité. La fin de la Terre, si une telle chose existera dans le futur, on la connaît. Elle sera peut-être engloutie par le Soleil quand cette dernière entamera sa phase finale de géante rouge. Et ce n'est pas pour tout de suite. D'ici 8 milliards d'années, on a le temps. Et si jamais la Terre est épargnée, elle risque de continuer à orbiter autour de notre étoile pendant des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. Étoile qui d'ailleurs deviendra une naine blanche. Un glorieux futur nous attend. La vie sur Terre, dans sa forme la plus pure, aura aussi disparu d'ici 500 millions d'années à cause de l'augmentation progressive de la luminosité du Soleil et des océans qui se seront évaporés depuis bien longtemps. Après, elle pourrait être totalement anéantie à cause d'événements imprévus, mais c'est peu probable. Quant à la fin de l'humanité, on sait pas. Les virus, les guerres nucléaires, les supervolcans, toutes ces choses joyeuses n'anéantiront pas l'humanité. Si notre espèce est réduite à une base au fin fond de la Norvège avec à peine 200 personnes, techniquement, l'espèce n'est pas éteinte. Ce que l'on voit dans les scénarios catastrophes de type Planète des singes, c'est simplement l'humanité réduite à quelques millions d'individus et dépossédée de son activité ultramoderne. D'où vient la vie sur Terre, et par extension la vie dans l'univers, si une telle chose existe hors de notre planète, on n'en a toujours pas la moindre idée. Par contre, on sait de quand elle vient chez nous. Il y a 3,8 milliards d'années, à une époque où les planètes du système solaire recevaient des impacts de bolides quasiment tous les jours, avec une surface bouillonnante qui ferait passer Sauron pour un animateur de Club Med. On appelle cette période l'Archéen, et à l'époque la vie était exclusivement marine. Aucune forme de vie à la surface. Rien. À part du vent, et des cailloux, et des montagnes. Beaucoup de montagnes. Et ça va le rester pendant 3,4 milliards d'années. Ce qui veut dire que depuis que la vie est apparue sur Terre, 90% du temps, c'est juste des bactéries qui têtent la vase sur le plancher océanique, avec quelques algues, des méduses, des poissons, enfin bref. Il faudra attendre l'époque du Dévonien, c'est-à-dire il y a 419 millions d'années dans le passé, c'est-à-dire 3 milliards d'années après l'apparition de la vie sur notre planète, pour que les premiers organismes sortent de l'eau. À partir de là, l'évolution devient exponentielle. En 100 millions d'années seulement, on a déjà des dinosaures sur le plancher des vaches. Même si à l'époque il n'y avait pas de vaches, donc on va l'appeler le plancher des dinosaures. Bon, il trichait un petit peu, faut dire, parce qu'à l'époque le taux de dioxygène dans l'atmosphère était de 35%, contre 21% aujourd'hui, parce que les plantes et les végétaux produisaient une énorme quantité de photosynthèse, d'où la formation de libellules d'1 mètre de diamètre et les fameux ptérodactyles, les plus grands oiseaux que la Terre ait portés. Si vous viviez dans cette période, votre sang pouvait récupérer bien plus d'air à partir de vos poumons. Donc, vous pouvez battre aisément Usain Bolt à la course. Par contre, le dioxygène, c'est un comburant. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs et les plus efficaces de l'univers, chimiquement parlant. Ça ne brûle pas, mais ça fait brûler des trucs. Et ça le fait tellement bien que c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise ça dans les moteurs fusées. Les incendies de forêt étaient donc bien plus conséquents à l'époque. Et m'est avis que la pause clope est fortement déconseillée, parce que ça pourrait littéralement vous exploser à la gueule. Quand on dit que fumer tue, à l'époque, c'était effet immédiat.
Sauf qu'aujourd'hui le taux de dioxygène est redescendu, et la majorité des espèces marines et terrestres tirent leur source que depuis quelques millions d'années. L'Homo sapiens, la dernière mise à jour de notre espèce, date d'il y a à peine 300 000 ans. En gros, si l'histoire de la vie terrestre était réduite à l'échelle d'une année, une année qui commence logiquement le 1er janvier, l'espèce humaine serait apparue le 31 décembre à 23h59. Une perspective bien effrayante. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que certaines espèces ont évolué, mais aussi parce que d'autres se sont éteintes assez rapidement. En fait, elles ont brutalement disparu dans ce qu'on appelle une extinction de masse. Les extinctions de masse, c'est lorsque les conditions climatiques sont tellement brutales, que le changement est tellement rapide, que les espèces n'ont simplement pas le temps d'évoluer correctement. Et donc, elles meurent les unes après les autres. Il y en a eu pas mal dans l'histoire de la Terre, mais on en compte 5 principaux qui sortent clairement du lot par rapport à d'autres qui sont à une échelle plus locale. Et ces 5 grosses extinctions de masse, on les appelle les Big Five. La première, c'est l'Ordovicien silurien, il y a 445 millions d'années. À l'époque, la vie est exclusivement marine et régnait à la surface du Gondwana, un supercontinent qui formait des chaînes de montagnes gigantesques. Mais une telle quantité de roches qui sortent de l'océan ont fini par considérablement refroidir ce dernier, aspirant le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le niveau de la mer a chuté de presque 100 mètres, ce qui a abouti à une extinction de 85% du nombre d'espèces marines. La deuxième est celle du Dévonien, il y a 360 millions d'années, avec une disparition de 75% des espèces marines à cause du même problème. Du moins, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas vraiment sûr. La troisième est celle du Permien-Trias, il y a 250 millions d'années, que vous connaissez peut-être parce qu'il est considéré comme les paléontologues comme le pire événement de l'histoire de la Terre. On trouve ses origines dans les trappes de Sibérie, les derniers vestiges d'un cataclysme volcanique. Le manteau terrestre a libéré 3 millions de kilomètres cubes de lave et presque 15 000 milliards de tonnes de carbone. La température ambiante a tellement augmenté qu'elle a empêché la prolifération de l'oxygène dans l'eau, provoquant l'extinction de 95% des espèces marines et 35% des espèces terrestres. C'est la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire. La quatrième extinction massive date du Jurassique, il y a 200 millions d'années. Ses origines sont plutôt troubles. À l'époque, le Gondwana avait laissé place à un nouveau supercontinent qu'on appelle la Pangée. Mais rien ne dure jamais vraiment longtemps, et lorsque la Pangée a commencé à se fractionner à cause des plaques tectoniques, ce qui donnera les continents que l'on connaît aujourd'hui, elle a libéré une quantité énorme de CO2 qui va intensément réchauffer l'atmosphère. 80% des espèces n'en réchapperont pas. Du moins, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, ces origines de cette extinction sont encore assez floues. La cinquième extinction de masse est celle qui a mis fin au Crétacé, il y a 66 millions d'années. Un bolide interstellaire de 14 km de diamètre a percuté le nord du Yucatan au Mexique, sur un angle de 60 degrés et avec une vitesse de 80 000 km/h. L'hiver d'impact a partiellement fracturé la croûte terrestre, provoqué des incendies ravageurs et un tsunami qui a fait le tour du monde. Pourtant, le bolide de Chicxulub, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, n'a pas provoqué l'extinction des dinosaures, comme pourrait l'affirmer la culture populaire, Hollywood ou bien les images d'illustration que l'on trouve dans les bouquins scolaires. Les derniers dinosaures terrestres lourds étaient déjà sur le déclin, le bolide a juste accéléré la transition, et les dernières espèces ont eu le temps d'évoluer pour avoir les oiseaux et les reptiles. Mais ça n'a pas empêché d'avoir 50% des espèces éteintes. L'extinction du Crétacé, c'est quand même assez intéressant, parce que son élément perturbateur ne vient pas directement des remous de la croûte terrestre. Non, son origine est spatiale, interplanétaire. Pour la première fois de l'histoire, du moins c'est ce qu'on pense, une extinction de masse a été provoquée ou accélérée à cause d'un phénomène spatial. Du coup, on peut se poser une question. Si la vie pullule dans l'univers et qu'elle se développe de la même manière que sur Terre, est-ce que les extinctions de masse sont inévitables ou s'agit-il d'une exception pour nous? Peut-il y avoir une vie extraterrestre qui évolue sans aucune catastrophe, amenant à une partielle extinction? Encore aujourd'hui, on n'a pas la réponse.
Depuis, nous vivons dans le Cénozoïque, c'est la période géologique en cours. Mais actuellement, une crise de la biodiversité se produit, et le responsable est tout trouvé. C'est nous. On appelle ça l'extinction de l'Holocène, et ça a commencé il y a 13 000 ans, 11 000 ans avant Jésus-Christ, à partir du moment où les hommes ont commencé à se former en société. La chasse, la déforestation, la surpêche, l'augmentation massive de la population humaine à partir du XVIIe siècle, et tous ces critères ont mené à l'extinction progressive, à l'heure actuelle, de presque 1 million d'espèces. Certains appellent ça la 6e extinction de masse, même si c'est pas totalement vrai, du moins pas pour l'instant. Les éruptions volcaniques du Permien ou l'astéroïde du Yucatan ont libéré bien plus d'énergie que l'intégralité de l'activité humaine. 2 degrés de plus en 13 000 ans, c'est énorme. Et ça pourrait être le double pour le siècle à venir. Mais ça n'est rien comparé aux 40 degrés du Permien ou bien à la glaciation suite à l'impact de l'astéroïde. Néanmoins, si rien n'est fait, l'extinction de l'Holocène pourrait atteindre le même rang d'extinction de masse que les autres extinctions dont je vous ai parlé juste avant, d'ici 500 ans ou un millénaire. Et avec 50% du nombre total d'espèces qui sont éteintes, sans aucune possibilité d'évolution. C'est quand même moche, hein. Et là, vous allez me demander, quel est le rapport avec le phénomène le plus terrifiant de l'univers? Justement, j'y viens. Dans les années 80, le célèbre paléontologue David Rope et son collègue Jacques Sepkoski proposent une théorie assez controversée. Pour eux, l'idée que les extinctions de masse soient perçues comme des événements rares et aléatoires est fausse. En examinant les données fossiles, les deux comparses ont identifié une sorte de modèle répétitif des extinctions de masse, une fois toutes les 26 millions d'années. Parce que oui, il n'y a pas que le Big Five, il y en a eu d'autres, mais moins importantes. Ils publieront une thèse qui explique que la Terre subit régulièrement des extinctions de masse à cause d'un phénomène extérieur. L'explication principale serait l'hypothèse extraterrestre, un phénomène régulier qui provoque son lot de perturbations des écosystèmes. Les fans de SF y verront une civilisation alien intelligente, à la technologie galactique, moissonnant la Terre comme si c'était un champ de blé. Sinon, une hypothèse un peu plus sérieuse met en lumière la planète X, que les astronomes recherchent depuis 150 ans, et qui expliquerait les perturbations gravitationnelles d'Uranus et de Neptune. En s'approchant très près du Soleil dans son orbite, une fois tous les 26 millions d'années, ça aurait des conséquences sur la gravité de la Terre, avec des cataclysmes sur toute la surface. David Rope a été assez critiqué pour sa thèse. On voudrait bien le croire, encore faut-il avoir des preuves. Les archives des fossiles sont incomplètes et ne permettent pas de prouver ses dires. Aucun mécanisme solidement établi ne peut étayer des prétendus cycles réguliers d'extinction de masse, et aucune preuve convaincante n'a été donnée pour soutenir l'hypothèse spatiale. Mais vous vous doutez bien que si j'ai parlé d'extinction de masse depuis le début, et que la vidéo s'appelle « Le phénomène le plus terrifiant de l'univers », terrifiant avec majuscule, c'est pas pour rien. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Dans les années 60, la NASA et l'armée américaine ont envoyé la constellation de satellites Vela, destinée à capter d'éventuelles explosions nucléaires pour s'assurer que tout le monde respecte le traité d'interdiction des essais atmosphériques que le pays avait signé en 1963 en compagnie des soviétiques. Mais, alors que c'était pas prévu à la base, l'un des satellites de 4e génération va détecter une source de rayons gamma et de rayons X qui vient directement de l'univers lointain, et pas de l'atmosphère. Un signal de quelques secondes, avec un double pic d'intensité qui sera simultanément détecté par toute la constellation de satellites. Et ce pic ne ressemble ni à une explosion nucléaire dans l'atmosphère, ni à une supernova, ni même à une tempête solaire. Les supernovae, parlons-en, c'est lorsqu'une étoile supergéante s'effondre sur elle-même, et que les couches extérieures retombent vers le cœur avant de rebondir, en libérant une quantité formidable d'énergie. Les supernovae sont des événements rares dans la Voie lactée, mais assez fréquents au vu de l'immensité de l'univers observable. Elles sont tellement lumineuses qu'elles sont parfois visibles à l'œil nu. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Avant, on pensait que la supernova pouvait être la libération d'énergie la plus importante de tout l'univers connu. Sauf que c'est faux. Ce qu'a découvert l'un des satellites Vela en juillet 1967 est des milliards de fois plus puissant
et plus destructeurs. Et on appelle ça les sursauts gamma. Comme son nom l'indique, un sursaut gamma, ou GRB en anglais, est un surplus de photons gamma, de la lumière en très haute intensité, invisible pour l'œil humain, et qui apparaît spontanément dans l'espace. La Terre est bombardée par des rayons gamma venant de ces explosions. Et pourtant, il ne se passe rien, parce que leur source est lointaine, et que la lumière a eu le temps de se dissiper. C'est un petit peu comme une lampe torche, ou les phares d'une voiture. À 5 cm devant soi, c'est excessivement lumineux. Mais à 300 mètres, c'est un point flou dans la nuit. Ce qui compte, c'est de savoir si oui ou non c'est proche de vous, parce que la distance fait dissiper la lumière. Les sursauts gamma sont extrêmement brefs. Les plus longs ne durent que quelques secondes, mais ces quelques secondes suffisent à libérer plus de lumière que le Soleil en 10 milliards d'années. Les coupables, ce sont elles, les étoiles à neutrons, des astres morts, résidus du cœur d'une supergéante qui a explosé en supernova. Quand une supernova n'est pas suffisamment puissante pour donner une singularité et un trou noir stellaire, elle a un plan de secours, une étoile à neutrons, une soupe de particules élémentaires, notamment des neutrons, dans sa forme la plus pure et avec quasiment aucun vide subatomique, c'est-à-dire que les particules sont collées les unes les autres, contrairement aux atomes qui sont majoritairement composés de vide, faisant d'elle un objet extrêmement dense. Il n'y a pas plus dense dans l'univers à part la singularité d'un trou noir, qui est logiquement infini. Une cuillère à café d'étoiles à neutrons possède la même masse que le poids de 100 000 tours Eiffel. Et dans l'univers, plus un objet est dense, plus sa taille est petite. Imaginez une étoile morte, extrêmement énergétique, avec une masse des dizaines de fois supérieure au Soleil, faisant à peine la taille d'une ville. Un véritable cauchemar. Leur activité est absolument infernale. Les plus vénères d'entre elles possèdent les champs magnétiques les plus puissants qui existent. Elles bombardent des rayons gamma dans toutes les directions, et leur petite taille permet une rotation extrême, des centaines de fois par seconde pour les plus rapides. Leur gravité de surface est gigantesque. Les seuls objets qui peuvent les dépasser, c'est les trous noirs. Et puis un trou noir stellaire ne possède pas forcément un disque d'accrétion autour de lui, donc il émet pas une quantité faramineuse de rayons gamma partout. En se positionnant à une distance relativement éloignée, un trou noir stellaire est parfaitement inoffensif, tant que vous foncez pas dessus. Mais avec une étoile à neutrons, vous n'êtes pas à l'abri. Certaines étoiles à neutrons, les magnétars, c'est-à-dire les plus énergétiques et les plus vénères que l'on puisse trouver dans l'espace, ont un champ magnétique tellement puissant qu'il peut arracher les électrons de votre corps. Et ça, c'est pas très bon pour la santé. Et de temps en temps, il leur arrive, à ces objets absolument cauchemardesques, de piquer une crise. Un surplus de rayons gamma, ultra énergétiques, émis depuis leur pôle magnétique. Des sursauts gamma. C'est pour ça qu'on les illustre avec deux jets de matière dans des directions parfaitement opposées. Ils peuvent survenir lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent en une seule plus grosse, ou bien lors de l'effondrement du cœur d'une étoile mourante qui lâche un dernier soupir, un baiser cosmique mortel avant d'exploser. Et puis, ils peuvent aussi apparaître de manière spontanée sans qu'aucune activité ne soit détectée plus tôt. Et ça, c'est vraiment flippant. Vous savez pourquoi il a fallu attendre les années 60 pour pouvoir les détecter? Parce que, fort heureusement, les rayons gamma ne sont pas détectables depuis le plancher des vaches. Ou des dinosaures. Parce qu'avant on parlait du plancher des dinosaures. Enfin, le plancher quoi. Et c'est tant mieux d'ailleurs parce que l'atmosphère et le champ magnétique bloquent totalement les rayons gamma, les rayons X et une bonne partie des ultraviolets. Si c'était pas le cas, ça peut abîmer l'ADN, la photosynthèse et plus généralement, la vie sur Terre. Depuis leur découverte, on en a répertorié un sacré paquet, et de manière uniforme, c'est-à-dire dans toutes les directions de l'univers. Ça signifie que chaque galaxie en possède, et qu'on arrive à les détecter depuis l'orbite terrestre, grâce à des satellites spécialisés. Mais si c'est si dangereux, comment ça se fait qu'on puisse en détecter des milliers dans l'univers sans aucune conséquence? Parce que, je veux pas dire, mais là, ça a l'air d'aller, non? Eh ben, c'est à cause de deux facteurs. La distance et la calibration du jet de matière. La quasi-intégralité des sursauts gamma que l'on connaît sont émis depuis des galaxies extrêmement lointaines. Les distances intergalactiques, qui se comptent en dizaines de millions d'années-lumière, sont suffisamment importantes pour faire dissiper la lumière.
exactement comme les phares d'une voiture. À 1 mètre, c'est très lumineux, vous vous en prenez plein dans la gueule. À 1 km, c'est un point dans la nuit. Et puis, si le sursaut gamma est proche de la Terre, mais que le jet de matière n'est pas parfaitement calibré dans l'axe du système solaire, le plus gros du rayonnement est évité. Si Batman vous envoyait son projecteur à la gueule, vous seriez inondé de lumière. Mais s'il vous l'envoie à 20 degrés par rapport à vous, vous voyez toujours la lumière du projecteur, mais le plus gros du flux vous passe à côté. Et bah là, c'est exactement pareil, mais à l'échelle intergalactique. Du coup, pour que la Terre puisse avoir des dégâts, il faut qu'elle soit pile dans le champ, pile dans l'axe de l'un des pôles magnétiques des magnétars et des étoiles à neutrons en général. Et ça déjà, c'est plus rare, parce que le ciel est extrêmement grand, et la taille apparente des étoiles et surtout des jets de matière est extrêmement petite. En plus, il faut que le sursaut se produise dans la Voie lactée. Si on découvre un sursaut gamma surpuissant, le plus puissant de l'histoire de l'univers, mais qui se trouve à des milliards d'années-lumière, sa lumière se sera suffisamment dispersée et on détectera un petit pic sur les détecteurs. Donc il faut que ce soit puissant, il faut que ce soit dans l'axe de la Terre et il faut que ce soit dans la Voie lactée minimum. Et pas à l'autre bout de la Voie lactée, dans la Voie lactée proche de nous. Donc en combinant ces facteurs, c'est pas demain la veille qu'on va recevoir un sursaut gamma sur le coin de la FIF. Ou peut-être que si en fait, c'est déjà arrivé, mais dans une moindre mesure. Le 27 décembre 2004, le magnétar SGR 1806-20, situé à 50 000 années-lumière de la Terre, émet un sursaut mou et de faible durée. Ça fait partie des GRB les plus faibles que l'on peut enregistrer, et pourtant, même à l'autre bout de la galaxie, c'est suffisant pour provoquer une saturation des détecteurs et une panne des satellites en orbite. Alors certes, il ne s'est rien passé de grave entre guillemets, mais ça vous donne une petite idée des conséquences. Maintenant, imaginons le pire scénario possible, un sursaut gamma long et puissant, qui dure plusieurs secondes, émis d'un magnétar qui se trouve à moins de 10 000 années-lumière dans la galaxie, et dont le jet de matière est pile dans l'axe du système solaire. Quelles sont les conséquences d'un tel événement? Et c'est là que ça devient flippant. En 2005, Brian Thomas et Adrian Melott publient une étude qui traite de ce sujet. Je vous la laisse en description de la vidéo pour ceux qui veulent, mais comme c'est très long, on va faire un petit résumé. Le but de l'étude est de simuler les effets d'un sursaut gamma long sur la biodiversité et la photosynthèse. Difficile d'estimer la quantité précise de lumière, mais on va prendre l'estimation la plus favorable. Un sursaut gamma puissant émet une quantité de lumière équivalente à 10 puissance 47 joules. Ça fait beaucoup de joules. Et on parle de rayons gamma, des photons dont la longueur d'onde est plus petite que la taille d'un proton et qui transportent environ 250 000 électrovolts. À titre de comparaison, la lumière bleue, c'est 3,3 électronvolts. Il y a un monde entre les deux. Et donc, simuler un sursaut gamma de 10 puissance 47 joules qui arrive sur la Terre. Qu'est-ce que ça donne? Dans les grandes lignes, c'est une catastrophe absolue et imprévisible. Un flux suffisamment énorme pendant 2 secondes est l'équivalent d'un tremblement de terre bref, mais qui laisse ensuite des immeubles fragilisés qui peuvent tomber à tout moment. Un tel rayonnement pourrait détruire une grande partie de la couche d'ozone dans l'atmosphère, exposant directement la surface à des niveaux de radiation bien plus conséquents qu'un accélérateur de particules ou bien un accident nucléaire civil. L'atmosphère laissera filtrer les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, et ce directement sur la surface, la rendant du coup beaucoup plus vulnérable aux éruptions solaires et de manière générale à la radiation du soleil. En gros, un sursaut gamma puissant exploserait le cocon qui nous protège des radiations et des rayons cosmiques. En modélisant l'effet d'un sursaut dans l'atmosphère et en interagissant avec les molécules de diazote et de dioxygène, ces interactions produisent des oxydes d'azote qui détruisent petit à petit la moitié de la couche d'ozone. Les êtres vivants, la faune, la flore, les espèces marines et les êtres humains seront directement affectés. Alors là, vous allez me dire peut-être que la surface de la Terre va devenir invivable parce qu'il fera trop chaud, mais en fait c'est faux. On aura plus de radiation, mais tous ces oxydes risquent de provoquer un affaiblissement de la température, un refroidissement global. Nous, on a réchauffé la planète de 2 degrés en 13 000 ans, et vous voyez déjà la merde que c'est, alors imaginez exactement l'inverse en quelques années.
Et donc on se retrouve avec des aérosols sur toute la surface qui empêchent littéralement les autres rayons du soleil dont on a besoin, notamment la lumière visible, de venir jusqu'à la surface. Donc moins de photosynthèse et un changement beaucoup trop rapide pour que les espèces puissent évoluer. Les écosystèmes marins prendraient encore plus cher que les écosystèmes terrestres, et la chaîne alimentaire s'effondre. L'étude conclut qu'un sursaut gamma peut littéralement provoquer une extinction de masse. Fort heureusement, ce sont des phénomènes exceptionnellement rares dans l'univers. La fréquence d'un sursaut gamma mou ou modéré, ça arrive une fois toutes les quelques années dans la galaxie. La fréquence d'un sursaut gamma extrêmement puissant, une fois tous les 100 000 ans. Mais par contre, un sursaut gamma dont le jet de matière est pile dans l'axe de la Terre, qui est suffisamment puissant et suffisamment proche, ça arrive une fois environ tous les 100 millions d'années. Quel phénomène, dans l'histoire de la Terre, s'est produit à peu près une fois tous les 100 millions d'années? Les extinctions de masse. Est-ce que ça pourrait avoir un lien? Peut-être. Le coupable de l'extinction de l'Holocène, il est tout trouvé. C'est l'activité humaine. L'extinction du Crétacé, il y a 66 millions d'années, on le sait aussi, c'est l'hiver d'impact d'un astéroïde qui a accéléré la transition d'une partie des dinosaures, et l'autre partie des dinosaures est éteinte. L'extinction du Permien-Trias, il y a 250 millions d'années, on le sait, c'est 60 000 ans d'activité volcanique infernale dans le monde entier, et dont les vestiges forment les trappes de Sibérie qui font plusieurs fois la taille de la France. Mais les trois autres, l'Ordovicien, le Dévonien, le Jurassique, quelles sont leurs origines? Je parle là des plus grosses extinctions que la Terre ait connues. Encore aujourd'hui, je vous ai donné quelques explications, peut-être une période de glaciation, mais en vrai, on n'est pas sûr. Il n'y a aucun consensus sur le sujet, et c'est très difficile de savoir. Est-ce qu'un sursaut gamma a pu causer une extinction de masse il y a des centaines de millions d'années? Oui, c'est même plutôt crédible en fait. Et c'est l'étude parue en 2005 qui a planté une graine dans l'esprit des astrophysiciens. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de cela, mais si jamais on arrive à déterminer que c'était bien le cas pour une extinction en particulier, ce serait une découverte à la fois majeure et terrifiante. Et puisque ce sont des événements aléatoires et spontanés, c'est précisément le hasard qui forme la régularité. Pour faire une métaphore, imaginez que vous jouez à un loto tous les jours, une fois par jour, et que vous avez statistiquement une chance sur 100 de gagner. Imaginez que vous jouez à ce loto pendant une bonne dizaine d'années. Vous allez forcément gagner un moment ou un autre, mais quelle sera la fréquence? Ce sera statistiquement une fois tous les 100 jours. Et si vous ne gagnez pas du tout, c'est que vous êtes incroyablement malchanceux. Alors c'est plus ou moins régulier, mais disons que ça tend à l'être. Le hasard forme la régularité. Imaginez que vous lancez une simulation où vous avez une chance sur 100 de gagner des milliards de fois. La fréquence va tendre vers les 1 fois sur 100. Et bah un sursaut gamma, c'est extrêmement rare. À l'échelle de l'âge de l'univers, qui est quand même de presque 14 milliards d'années, eh bien on obtiendrait sans doute une moyenne, une régularité pas trop mauvaise. Et l'étude justement sur les sursauts gamma préconisait environ 100 millions d'années. Mais tout ceci n'est que spéculation, évidemment. Est-ce pour autant le phénomène le plus terrifiant de l'univers? À bien des égards, oui, littéralement. Déjà, un sursaut gamma libère une énergie qui n'est égalée par aucun autre corps céleste. Mais le pire, c'est que ces sursauts se comportent exactement de la même manière qu'un tremblement de terre ou qu'un syndrome d'irradiation aiguë, et avec les mêmes conséquences. Quand un séisme frappe une ville, il ne dure que quelques secondes, mais les bâtiments touchés peuvent mettre des jours à s'effondrer, à cause de leur fragilité provoquée par le cataclysme. Un syndrome d'irradiation aiguë, c'est la même chose. Un flot de particules chargées ou radioactives vous traverse le corps à une vitesse proche de celle de la lumière. Et c'est tout. Après, c'est fini. Seulement, cette micro-fraction de seconde où vous êtes touché a tellement détruit votre ADN, a tellement bombardé des neutrons et fait arracher les électrons de vos molécules que votre ADN est totalement détruit. Vous êtes donc dans l'incapacité de reproduire des cellules, et vous vivez sur une réserve des dernières qui vous restent. En même pas une semaine, vous succombez.
C'est exactement ce qu'il s'est passé avec les biorobots, le nom donné aux ouvriers soviétiques payés au lance-pierre pour dégager le toit de la centrale de Tchernobyl. Ils sont venus par vagues, ne reste que 50 secondes, mais c'est déjà trop, ils sont mortellement irradiés et succombent en une semaine. Un sursaut gamma qui frappe la Terre ne dure que 2 secondes, mais ces 2 secondes contiennent une quantité d'énergie telle qu'elle fragilise l'atmosphère et peut provoquer des conséquences catastrophiques pendant des milliers d'années. Et enfin, pour enfoncer le clou, les sursauts gamma sont strictement imprévisibles, et ce pour une raison physique. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Si un volcan menace d'entrer en éruption, on peut le prévoir par son activité sismique intense et avoir du temps pour se préparer à évacuer la population si besoin. Si une tempête solaire frappe la Terre, on est capable de le détecter parce que le vent solaire met une journée à traverser l'espace. Mais en même temps, elle émet des photons qui, eux, sont reçus en 8 minutes, le temps nécessaire à la lumière d'atteindre la Terre depuis le Soleil. Sauf que les jets de lumière émis des sursauts gamma sont justement de la lumière, des photons gamma qui voyagent à la vitesse de la lumière. Donc quand on détecte un pic de rayons gamma et qu'on l'identifie comme un sursaut gamma au fin fond de l'univers, ça veut dire qu'on vient de le détecter. Et si un magnétar pique une crise à quelques milliers d'années-lumière et qu'on le détecte, ça veut dire qu'on vient de le recevoir en fait. Et là c'est terminé. Ça dure 2 secondes maximum et ça peut provoquer l'effondrement d'une partie de l'atmosphère et possiblement une extinction de masse dans les prochains siècles. C'est ça qui est terrifiant. Nous détectons des milliers de sursauts gamma depuis les années 60, mais ils sont suffisamment loin, suffisamment faibles et avec un jet mal calibré avec l'axe du système solaire pour que ça ait des conséquences dramatiques. Au pire, c'est comme le magnétar de 2004, ça provoque une panne qui peut être réglée en quelques heures, comme une tempête solaire. Faut-il s'inquiéter pour autant? Pas vraiment. Le risque zéro n'existe pas, évidemment, mais vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un accident d'avion de ligne ou de vous faire frapper par la foudre 10 fois dans votre vie avant d'être touché par un sursaut gamma. La probabilité d'en recevoir un demain matin est plus faible que le fait de recevoir un bolide faisant la taille de celui de Chicxulub qui a éteint une partie des dinosaures. Donc c'est tellement faible que c'en est difficilement quantifiable. Mais si jamais un sursaut gamma puissant, qui est pile dans l'axe de la Terre, qui est pas trop loin de chez nous, nous arrive pile dessus, on ne peut que déplorer ses conséquences, qui seront catastrophiques, et surtout on ne peut pas le prévoir. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Donc oui, à bien des égards, les crises lumineuses des étoiles mortes, issues de supernovas, sont pour moi le phénomène le plus terrifiant de tout l'univers. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était longue, mais ça valait le coup. Et si vous avez aimé justement, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, etc. En parler autour de vous. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos très longues maintenant et que YouTube aime les mettre en avant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.